Natacha, la presse continue à commenter l'interview du chef de l'État. Oui, on dirait que les journalistes ne s'en remettent pas de ça. Ils ont besoin d'y revenir. Bon, c'est assez logique aussi. Ils avaient bouclé trop tard. Ils avaient bouclé pour les trop journaux tôt par de lundi. rapport pour les journaux de lundi. C'est toujours le deuxième jour dans la presse écrite. Donc on va un petit peu plus loin et l'opinion nous dit, une fois retombé le bruit et la fureur, que reste-t-il de cette empoignade télévisuelle? Alors Nicolas Bétou n'a pas beaucoup goûté l'entretien. Il précise. Oui, dès lors que le journaliste devenu contradicteur assène son opinion, il change de registre et devient opposant. Cette posture n'est pas moins noble, dit Nicolas Bétou, mais elle empêche de donner des leçons de professionnalisme. Et puis il ajoute, relancer une question, revenir sur une réponse mal calibrée, quitte à déstabiliser l'interviewé, c'est la règle. Mais le droit de suite n'est pas le harcèlement. Alors, dans l'Union, Sébastien Lacroix attaque encore un petit peu plus Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, aveuglés par la mission dont ils se sentaient investis. Les deux compères se sont comportés exactement comme il avait été prévu qu'ils se comporteraient, tandis qu'ils croyaient remporter une grande victoire journalistique. Ils tressaient en réalité les lauriers du président, dont le sang-froid et les réparties auront plus compté que ce qu'il disait, ou comment jouer les idiots utiles du prince de la com. Vous voyez que c'est très sévère le ton ce matin. Dans le Figaro, Vincent Trémollet surtout fait remarquer que finalement, du côté d'Edoui Plenel, le relâchement tenait lieu d'indépendance, la désinvolture d'audace, la dénonciation des riches de philanthropie. Et puis il y en a aussi un petit coup pour Jean-Jacques Bourdin. Il voulait faire peuple, nous dit Vincent Trémollet, mais derrière le message est un peu différent. C'est surtout celui-là. Les familles écrasées d'impôts, écrit Vincent Trémollet. L'automobiliste vent debout contre la limitation à 80 km/h. L'agriculteur épuisé de paperasse. Le patron de PME qui chaque jour de grève perd de l'argent. Le propriétaire qui se sent injustement taxé. La jeune femme qui n'ose plus mettre une jupe avant d'emprunter certaines lignes de RER, le banlieusard qui le soir rentre chez lui comme en terre étrangère, n'était pas invité. Les places étaient réservées aux zadistes créatifs, aux grévistes de la SNCF, aux étudiants inquiets de ne pas avoir 15 sur 20 sans avoir à déboucher un stylo. Derrière le jugement très sévère, il y a cette question, où était le peuple? Et dans la Charente libre, Maurice Bontinck ajoute, avec une vision plus générale sur la communication d'Emmanuel Macron cette semaine, c'est-à-dire en ajoutant l'interview de Jean-Pierre Pernaut, que retenir de ce tourbillon médiatique? Il reste cette phrase lancée, ou plutôt balancée au fin fond d'une classe. Les riches n'ont pas besoin de président, ils se débrouillent très bien tout seuls. Il ne peut donc pas être leur président puisqu'ils n'en ont pas besoin. Le sophisme est bouclé. Sauf que, nous dit Maurice Bontinck, dans cette communication politique qu'il maîtrise dans les moindres détails, cette formule à l'emporte-pièce étonne. Face aux riches, le pouvoir serait donc au mieux impuissant, au pire soumis. Il s'est dévoilé l'espace d'un instant en roi nu et consentant, drapé de sa seule dialectique. Oh là là. Natacha, il est aussi un sujet qui est passé à l'as, c'est l'Europe. Et oui, il n'en a pas été beaucoup question. C'est cet après-midi entre Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Donc là, c'est cet après-midi, en effet, Strasbourg. Alors le Figaro y consacre sa une. Le projet européen de Macron a rude épreuve. Et en effet, l'épreuve va être rude. C'est l'opinion aussi qui nous le dit en une également. Europe, Macron marche seul. Dessin de CAQ. Une fois de plus, merveilleux, Emmanuel Macron en République, dans le peuple. Il ne manque que les nichons. Européen à la main, voilà, légèrement dévoilé, bonnet phrygien. Et très très loin, au fond, dans la brume, les représentants des autres pays européens. Par devant, on arrive. C'est assez bien résumé, parce que ce que nous explique l'article, c'est que, alors tout est évidemment en délicatesse, on est dans l'ordre de la diplomatie. À Paris, on reconnaît en privé qu'on est à un point bas de la relation avec l'Allemagne. Vous imaginez ce que ça signifie, en gros, Waterloo, morne pleine. Merkel ne comprend pas ce que veut Macron en matière de défense, l'opinion précise, ou alors elle comprend trop bien. Une idée française pour impliquer les Européens dans les opérations militaires françaises, au moins avec le carnet de chèques, et ça, évidemment, les Allemands n'en veulent pas. Et puis, il y a aussi cette fin de non-recevoir sur les projets budgétaires, notamment de la part de 8 pays emmenés par les Pays-Bas. D'ailleurs, vous vous souvenez que dans l'interview, le président a refusé de qualifier les Pays-Bas de paradis fiscal tout en reconnaissant quand même que ça en avait toutes les caractéristiques. Donc voilà, ces gens-là ne veulent pas, surtout pas, de budget commun. Une position, là aussi, plus ou moins partagée par l'Allemagne, reconnaît Paris. Ça veut dire que l'Allemagne, de toute façon, a dignette. En effet, il marche seul, Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire qu'il a traversé vraiment des difficultés avec l'Allemagne qui n'arrivait pas à constituer ce gouvernement. Mauvais signal avec la réélection triomphale de Viktor Orban
en Hongrie, la conjoncture est pas bonne pour l'Europe. Ce sont surtout les pays qui vont bien économiquement, qui n'ont aucune envie de partager. Parce que les 8 pays qui ont, il y a quelques semaines, refusé le projet d'Emmanuel Macron, ce sont des pays... Résultat catastrophique en Italie aussi. Mais c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas d'alliés face à ceux qui ne veulent surtout pas qu'on mette un budget en commun. La montée des régionalismes, et qu'on lutte contre les paradis fiscaux. la Corse, la Catalogne, la Brexit, on est vraiment dans une situation... dislocation. Oui, mais encore une fois, pour moi, le problème vient surtout de ceux qui ne veulent pas qu'on règle la question du dumping fiscal et du dumping social. C'est même pas tant le Brexit ou la Catalogne, c'est vraiment une question de conception qu'on a de l'Europe. Alors c'est aussi le retour d'un sujet qui nous plaît bien dans la République LCI. Ce sera l'un de nos thèmes de débat, la question des 80 km/h. Oui, le Monde y consacre une page, 80 km/h sur un volcan. Alors sur un volcan parce que l'enquête se passe en Auvergne. En Auvergne, qui est le fief du ministre Jacques Mézard, qui lui ne se prive pas de dire tout le mal qu'il pense d'une disposition susceptible d'aggraver l'enclavement de son département. J'avais pas l'impression qu'il allait à la grande vitesse, ce ministre-là. Sur ce plan-là, en tout cas, alors il y a par exemple une question de calcul. Le trajet Aurillac jusqu'à l'entrée de la 75 pour aller vers Clermont-Ferrand, est-ce que ça va être 2 minutes de plus ou 15 minutes de plus de trajet? Ça change tout. Parce que les opposants disent on va rester coincé derrière les camions, les camping-cars, on peut plus doubler, ça ira à la même vitesse, catastrophe. Mais il y a un autre article qui est très intéressant. C'est dans Libération, c'est une tribune signée Pierre-Yves Joffard, la mise en équation des vies. Il explique que l'âge moyen des morts sur la route, c'est 40 ans. Que si on économise 200 vies, ce sont 8600 années épargnées. Alors, volontairement, c'est cynique, son calcul. Il le dit lui-même. Donc, le temps perdu, en revanche, en face, le temps perdu, si on va à 80 km/h, c'est sur les 5 milliards d'heures passées sur les routes, une diminution de 2 km/h égale 14 300 heures supplémentaires sur les routes. Et donc, est-ce qu'on peut comparer les deux? Non, nous dit-il, parce que c'est pas des heures totalement perdues, c'est pas comme une vie. Mais disons que s'il y a 20% de pertes, quand on est dans sa voiture. Enfin voilà, il dit ça c'est une analyse rudimentaire, mais c'est une leçon. Une décision politique ne peut pas être justifiée par ses seuls bénéfices si on nie les désagréments. Il faut expliquer que les bénéfices sont supérieurs aux désagréments. Merci Natacha Polony.